Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour voilà, l'invitation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter mes travaux sur les relations entre science et industrie. Donc, je vais vous parler de collaboration, de ce qu'on a appelé le double impact, c'est-à-dire réussir à faire dans des projets à la fois des avancées scientifiques, mais aussi des innovations, on va dire, plus technologiques et éventuellement de rupture. Et donc, c'est pas des travaux que je mène tout seul, c'est des travaux qui sont très collaboratifs, puisque moi j'ai fait ma thèse à l'école des mines avant de devenir enseignant-chercheur à Toulouse Business School, TPS Éducation. Et donc, c'est des travaux que je continue de mener avec Benoît Veil et Pascal Lemasson du Centre de gestion scientifique de l'École des Mines, avec Benjamin Cabane qui est aussi à l'École des Mines, et puis Élise Ratier qui nous a rejoint il y a à peu près un an pour poursuivre ces travaux autour de la recherche à double impact. Alors, vous allez voir, on a travaillé avec un certain nombre d'instituts et d'entreprises pour construire ce programme de recherche autour du double impact. Ça fait à peu près 6 ans qu'on travaille sur ce projet. Et là, ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation, c'est de vous montrer les différentes facettes du programme de recherche. Donc, je ne vais pas vous présenter un papier en particulier qu'on a proposé, mais plutôt un peu la trajectoire, est-ce que les enseignements, puisque ça permet d'ouvrir comme piste de réflexion sur la collaboration entre science et industrie. Alors peut-être pour démarrer, pour comprendre vraiment de quoi on parle quand on parle de relations science-industrie, je voudrais commencer par vous faire un petit panorama de ces relations science-industrie et qu'est-ce qui nous a amené vers ce qu'on a appelé un modèle de double impact simultané. Alors la première chose, c'est que déjà si on fait un état de l'art sur finalement, c'est collaboration science-industrie, donc ça peut être des laboratoires communs, ça peut être des prestations d'un laboratoire vers une entreprise. Et bien finalement, il y a déjà beaucoup de travaux de recherche, hein. On n'est pas du tout les précurseurs dans cette réflexion sur les collaborations science-industrie. Et nous, qui sommes chercheurs en sciences de gestion, il y a aussi une littérature dans cette discipline, hein, sur les collaborations. Et il y a un grand courant de recherche qui s'appelle le courant de l'academic engagement, qui a à peu près une vingtaine d'années. Et ce courant sur l'academic engagement, ce sont des collègues qui se sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passait quand un chercheur s'engageait vers l'industrie dans des collaborations de recherche. Donc là, on est vraiment sur le cas d'un chercheur, par exemple CNRS, qui va lancer une collaboration de recherche avec un industriel. Et donc, les collègues qui ont travaillé sur cette littérature de l'academic engagement, ils ont montré que ce qui faisait qu'un chercheur se mettait à travailler avec l'industrie, c'était notamment des déterminants organisationnels. Donc, on peut organiser au sein d'une institution, on peut faciliter cette relation avec l'industrie. Mais aussi, c'est aussi des déterminants personnels. C'est une envie particulière d'aller vers l'industrie, et notamment de transférer sa recherche. Alors, notamment au début des années 90, il y a eu beaucoup de littérature, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur, vu que les collaborations augmentaient, sur les conséquences potentiellement néfastes hein, de cette collaboration science-industrie, avec un argumentaire qui était de dire notamment, si le chercheur il s'engage, il collabore avec l'industrie, peut-être qu'il aura moins le temps pour produire sa recherche, peut-être qu'il va produire de la moins bonne recherche. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce domaine-là et on arrive maintenant à un consensus. Ce consensus, c'est que un chercheur qui est engagé, donc qui collabore avec l'industrie, il est en moyenne plus productif que ses collègues qui ne sont pas engagés, qui sont pas engagés auprès de l'industrie. Donc sa productivité scientifique va augmenter, c'est-à-dire qu'il va produire plus de papiers. Il va aussi les produire en moyenne dans des revues qui sont mieux classées et il va recevoir en moyenne plus de citations pour ses papiers. La deuxième chose, c'est que, il y a des travaux qui ont aussi montré que ça favorisait le potentiel de valorisation, donc de transfert, de transformation de ces connaissances scientifiques en innovation, en brevet, en invention. Mais là où la recherche, il y a encore plein de choses à découvrir sur ces collaborations sciences-industrie, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est une moyenne. Et on sait que les formes et les effets de l'engagement, ils sont très hétérogènes, notamment au niveau individuel. Donc, même si en moyenne,
Les chercheurs qui sont en relation avec l'industrie vont produire plus, publier dans des meilleures revues. On est vraiment au niveau d'une moyenne et il y a des individus qui vont très bien réussir à le faire et il y a des individus qui vont avoir des difficultés. L'autre élément, c'est que je vous ai parlé de productivité scientifique, bon, de quelques indicateurs, quelques proxys finalement sur la qualité des publications, dont on sait que ces proxys sont assez limités. La grande question qui se pose dans cette littérature, c'est quels sont finalement les effets d'être engagé auprès de l'industrie finalement sur la possibilité de faire un breakthrough scientifique, hein, sur la qualité de la production scientifique, et puis si on va un cran plus loin, sur l'innovation un peu plus radicale, pas juste déposer un brevet. Donc il y a eu beaucoup d'appels dans la littérature récemment hein, pour mieux contrôler les formes, les enjeux, les objectifs des projets de recherche collaborative, afin de mieux comprendre leurs effets et de pouvoir davantage les caractériser. Donc encore une fois, on s'inscrit dans une littérature qui est déjà pléthorique, hein. Nous, on essaie de se concentrer sur ce qui se fait en sciences de gestion, mais j'aurais pu aussi parler de ce qui se fait en sociologie, hein, par exemple, avec des travaux qui sont assez proches. Et il y a des appels qui sont très réguliers pour comprendre encore mieux, plus finement, comment ça fonctionne, ces collaborations en sciences-industrie. Alors nous, quand on parle de modèle de relation sciences-industrie, qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête une relation donc, entre la science et l'industrie, et comment est-ce que nous, on entend science, pour éviter des débats qui peuvent être un peu compliqués. On entend science au sens nouvelle production de connaissances scientifiques. Pourquoi on emploie cette définition? On adopte un point de vue qui est plus cognitif, qui est vraiment sur le process scientifique en lui-même. C'est un process qui vise à déterminer des nouvelles ou d'améliorer notre compréhension des lois de la nature, notamment, et ceci avec une méthodologie particulière qui est celle de la méthode scientifique. Dans l'industrie, la vision, la définition qu'on donne, nous, de l'industrie, c'est que, en termes de process, on va chercher à développer des produits nouveaux, globalement de l'innovation. Alors, c'est important pour nous de poser ces définitions parce que il peut y avoir une sorte de mélange des genres. Parfois, entre ce qu'on appelle science et ce qu'on appelle industrie. J'ai mis des photos d'un engineering lab à Stanford et d'une usine Tesla. Juste en regardant comme ça, c'est difficile de savoir ce qui est science et ce qui est industrie ou ce qui est technologie. Et nous, on peut plutôt réfléchir à l'interaction entre ces deux processus pour pouvoir discuter à la fois d'une entreprise qui ferait de la science au sens qui développerait des connaissances scientifiques et qui travaillerait sur l'innovation, ou une université qui fait pareil. Je pourrais vous donner des exemples en Allemagne où des universités ont carrément développé euh, une ligne de production de voitures électriques. Donc, on est plutôt sur la partie industrie. Donc pour éviter ces confusions, finalement, si on adopte un point de vue très institutionnel entre ce qui est science et industrie, nous on parle vraiment du processus. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on a appelé les couplages science-industrie. C'est qu'est-ce qu'on peut comprendre dans un modèle d'interaction entre ces deux activités, science et industrie, qui peut conduire à des effets réciproques de créativité, d'exploration, mais aussi créer des dépendances. C'est-à-dire que on peut finalement s'enfermer l'un l'autre quand on est dans ces relations, ces interactions science-industrie. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur quels sont un peu les modèles classiques de couplage science-industrie. Alors le premier, le plus classique, c'est le modèle linéaire. Vous le connaissez tous par cœur. Si on revient un peu à l'origine de ce modèle, hein, c'est pas du tout un modèle théorique. Cette forme de couplage, elle vient, elle se cristallise dans un rapport de Vannevar-Bush en 1945, post-Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un modèle, on va stipuler que on va d'abord avoir de la recherche plutôt fondamentale, qui va se faire uniquement dans des laboratoires de recherche, qui va conduire à de la science appliquée et qui va conduire à des développements qui vont être dans l'industrie. Là, on pourrait prendre, j'ai pris volontairement l'exemple de CRISPR. CRISPR, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna, elles sont dans les organismes publics de recherche. Elles vont faire des avancées majeures sur découvrir ce que c'est CRISPR-Cas9 pour l'utilisation des ciseaux à ADN. Et j'ai pris un exemple de développement. On pourrait prendre voilà, des travaux de Monsanto où il y a des nouveaux médicaments qui sortent récemment sur CRISPR. Donc on voit bien que c'est un modèle qui est certes ancien, mais voilà, qui semble fonctionner parfois, en tout cas au moins dans ce cas-là.
Et c'est un modèle qui est marqué par une sorte de division des tâches hein, entre ce que doit faire l'université ou l'organisme public de recherche et l'industriel. Et aussi une séquentialité. On fait d'abord la science, et une fois qu'on a fait la science, on fera bien le développement. Alors, je vous montrerai que, au fil de l'exposé, que par exemple, même si je prends le cas de CRISPR, ben, on a des mécanismes qui sont parfois originaux ou l'histoire un peu méconnue et qu'on essaie de révéler, notamment dans un de nos projets sur CRISPR, c'est de montrer que ce qui précède le développement, le prix Nobel notamment de Charpentier et Doudna, c'est des travaux qui proviennent de l'industrie avec où science et développement ont été faits en même temps, et c'est ce que nous on va caractériser comme étant du double impact simultané. J'y reviendrai au cours de l'exposé. Donc si je reprends ce modèle et qu'on prend la position finalement d'un décideur, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ce modèle? Alors, soit je vais essayer de le maximiser, et on va essayer de maximiser le transfert, donc de favoriser le passage finalement de ces recherches fondamentales vers des développements, et puis on peut discuter de tout le développement des bureaux de transfert de technologie. Soit, deuxième chose, je vais casser la division du travail, et donc je vais essayer de faire, par exemple, de la recherche fondamentale dans l'industrie, ce qui casse cette logique, l'industrie fait que du développement. Et puis, troisième option, je pourrais casser la séquentialité et donc essayer de faire les choses plus en même temps, de ne pas avoir cette séquence où je fais d'abord la science et d'abord le développement. Donc, dans le premier cas, si je prends le cas du transfert, alors c'est quelque chose je prends le cas de la France, hein, sur lequel les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé. Je vous prends un exemple là à gauche. Vous avez en vert, notamment, c'est issu d'un rapport de la Cour des comptes, les différents outils de valorisation et de transfert en France. Vous avez vu qu'on a été très créatif, on a créé plein de structures différentes qui vont essayer de favoriser hein, ce passage de la recherche plus fondamentale vers le développement. Mais si je prends c'est les résultats de la Cour des comptes, euh, ce qu'on montre, c'est que ce que la Cour des comptes montre, c'est qu'il y a des résultats qui sont plutôt en deçà des attentes, hein. Les SAT avaient des objectifs assez ambitieux, mais ça marche pas très bien, hein. Par exemple, en termes de revenus de licence, on est à moins 75% de l'objectif, hein, donc c'est quand même assez important. Donc on a un modèle linéaire qui a été finalement extrêmement performatif, hein, qui s'est beaucoup imposé, mais avec des performances qui restent voilà, critiquables, notamment par les pouvoirs publics. Deuxième option, c'est la corporate research. Donc corporate research, c'est de se dire finalement je vais casser cette idée de l'organisme public de recherche qui fait la science et l'industriel qui fait le développement. On peut avoir donc des industriels qui vont faire les deux. Et notamment, si je prends le cas l'exemple que vous connaissez peut-être des AT&T Ben Labs ou de IBM, et qui ont tout un lot d'alumni ou de chercheurs qui ont reçu des prix Nobel, on avait un modèle qui était assez prometteur et peut-être qu'on n'a pas assez bien creusé ce qui faisait que ce modèle fonctionnait. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, ce qu'on peut voir dans ce graphique-là, là, vous avez le nombre de brevets sur l'axe des ordonnées et de publications et l'évolution par année. Vous voyez là en rouge que les publications qui sont issues de l'industrie sont en baisse, hein, avec une forte baisse entre 1980 et 1990 notamment, et une augmentation du nombre de brevets déposés. Donc finalement, cette corporate research, hein, ce modèle un petit peu alternatif, où on pourrait avoir de la recherche qui est très fondamentale, qui est faite dans l'entreprise, bah, c'est un modèle qui s'est en tout cas un petit peu tari, hein, si on regarde les publications. Et on peut reprendre le concept de science résolutoire, c'est-à-dire une science qui est uniquement au service de l'industrie pour résoudre des problèmes locaux et on n'est pas là pour faire forcément de la recherche fondamentale. Alors, bien sûr, c'est des moyennes, on a des cas, j'en rediscuterai un petit peu après dans ma présentation, de recherche fondamentale très ambitieuse dans l'entreprise, mais globalement, c'est quand même un modèle qui est en diminution. Troisième option, maximiser les collaborations, donc casser cette séquentialité entre d'abord la recherche et puis ensuite l'innovation. Alors là aussi, les pouvoirs publics ont été assez créatifs. Je pourrais parler des LabCorp, je pourrais parler des instituts Carnot, je pourrais parler par exemple de Systemix. On a aussi travaillé avec les collègues de l'école des mines. Mais globalement, en France,
on a des collaborations sciences-industrie qui restent limitées, notamment si on les analyse au prisme de la part du financement euh, public de la recherche financée par l'industrie, hein. On est très en dessous de nos collègues allemands qui sont à quasiment 13% et en dessous de la moyenne européenne. C'est une difficulté un petit peu endémique du système de recherche, on va dire, français. Et puis, il faut pas non plus se voiler la face sur certaines dérives des collaborations science-industrie. Euh, Vous avez peut-être entendu parler des développements en agnotologie. On travaille sur notamment le secret. Il y a des très belles études qui ont été faites dans le domaine du tabac où les collaborations science-industrie ont été particulièrement désastreuses. Donc ces collaborations science-industrie, elles restent quand même limitées. On a du mal à comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait que ça peut marcher. Donc sur la base de ce panorama, finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, il y a un peu deux modèles qui vont s'opposer. Ce modèle linéaire qui, avec sa logique de séparation des tâches, le découpage institutionnel, la dépendance des résultats finalement d'innovation à la recherche scientifique, hein, parce qu'on est dans le processus séquentiel, c'est un modèle qui va favoriser la production des connaissances scientifiques, mais a priori au détriment des impacts socio-économiques, hein. Alors ça marche dans certains cas, il y a des cas anomaliques comme CRISPR, mais globalement, c'est pas forcément très satisfaisant. Et puis un modèle de science résolutoire, on va plutôt avoir une logique de résolution de problèmes locaux, une dépendance des activités de recherche aux questions industrielles. Et là, on va avoir des cas où on va plutôt favoriser la production de connaissances techniques, mais cette fois au détriment des découvertes scientifiques. Donc on est un petit peu coincé entre ces deux modèles et on aura une sorte de double contrainte d'asservissement d'un acteur envers l'autre. Alors nous, dans le travail finalement sur les relations science-industrie, on a essayé de prendre une hypothèse qui était euh, voilà, complètement différente de ces modèles-là et de travailler sur la découverte d'inventions simultanées. Alors, il y a plusieurs raisons qui nous font penser que ça peut être intéressant. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'institutions voilà, qui, en tout cas, défendent une doctrine qui serait plus proche de mélanger, finalement, recherche fondamentale et innovation. Alors, il y a des très beaux cas, notamment qui ont été documentés sur une division du département de l'énergie aux États-Unis qui s'appelle ARPA, et qui ARPA Énergie, et qui voilà, se revendique de cette logique de double impact simultané. Alors, sans forcément l'appeler comme ça, mais on a en tout cas cette logique. Deuxième chose, on peut reprendre des cas historiques, et notamment si on regarde en détail ce qui a été fait par les historiens des sciences sur le développement du transistor dans les Bell Labs, eh ben, on va retrouver plutôt des logiques de découverte, invention simultanée. On n'est pas du tout dans cette logique voilà, séquentielle, d'abord la recherche, puis l'innovation. Il y a aussi, alors nous on est en gestion, donc il y a des avancées théoriques sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler ces questions-là, et notamment la théorie CK. Et puis enfin, si on se passe là du point de vue des grands challenges, si je prends le cas même du Covid-19, on a besoin, dans un temps record, d'avancer à la fois sur les découvertes scientifiques, mais aussi sur l'invention, l'innovation en même temps. On ne peut pas se permettre d'avoir une logique séquentielle très longue entre les deux activités. Donc nous, la grande question de notre programme de recherche, c'est vraiment est-ce qu'on peut définir des interactions entre science et industrie qui produiraient simultanément des avancées scientifiques et des avancées socio-économiques. Alors ce qui pourrait finalement, ce qui peut apparaître comme étant une question un petit peu naïve, hein, est-ce qu'on peut arriver à faire les deux en même temps et le faire bien? Eh ben, on va essayer on a fait cette hypothèse et on va essayer de démontrer dans quel cas elle est pertinente et elle est intéressante. Alors là, je vous propose de prendre un petit peu les choses à l'envers et de se dire finalement, si on fait cette hypothèse, que la recherche à double impact simultané, elle existe, est-ce que c'est un modèle qui a été sous-estimé? Est-ce que c'est un modèle qu'on retrouve, qui existe? Et puis après, on verra dans un troisième temps, est-ce qu'on peut réfléchir à ces modes de fonctionnement? Mais est-ce que déjà c'est un modèle qui existe? Parce que là, on a fait une hypothèse, mais est-ce que cette hypothèse, elle est valide? Et ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ça à la fois dans la recherche fondamentale, mais aussi dans la recherche appliquée. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre deux cas qui sont extrêmement emblématiques de ce que c'est la recherche fondamentale et de ce que c'est la recherche appliquée, et de voir si on retrouve cette logique de double impact simultané. Alors la première chose, c'est donc de s'appuyer sur les prix Nobel.
Et donc, on va s'intéresser à ce que les prix Nobel, ils ont de chimie, de médecine, de physique, ils ont des relations avec l'industrie. Et là, on pourrait prendre trois cas un petit peu différents. Si je prends la carrière d'un prix Nobel, le prix Nobel, il commence sa carrière. À un moment, il va publier un papier ou une série de papiers qui vont constituer sa découverte fondamentale. Et puis, peut-être 10, 15 ans, 20 ans après, il va obtenir un prix Nobel. Et donc, par rapport à ça, si on prend, si je me place au niveau de la découverte scientifique, je vais avoir des prix Nobel qui vont être en interaction avec l'industrie avant leur découverte. Donc là, je pourrais prendre l'exemple de Paul Carrère. Paul Carrère, il est prix Nobel de chimie en 1937. Il est à l'université de Zurich et Hoffmann Laroche va l'aider à, notamment leur lui donnant des échantillons, en aidant à financer son laboratoire pour financer ses travaux pour l'aider à conduire ses travaux de recherche. Donc là, on est dans un cas où ça se fait avant la découverte. Je pourrais prendre des cas où un scientifique qui sera Nobel plus tard, finalement, parce que c'est pas au moment de sa découverte, va travailler avec l'industrie entre le moment où il obtient le prix et la découverte. Et donc là, on est plutôt dans des logiques de transfert. Donc je prends le cas de Ocherov, par exemple. Lui, il est à Cornell en 1972, c'est là qu'il fait sa découverte majeure. Et puis après, une fois la découverte réalisée dans le monde universitaire, il va se rapprocher des fameux Bell Labs, justement, pour travailler sur des applications. Donc là, on va être plutôt presque modèle transfert. Et puis, dernier cas, je peux vous prendre notre cas français de Albert Fert. Ce qui est intéressant dans le cas d'Albert Fert, c'est qu'il va travailler avec Thomson et puis avec Thales ensuite sur des projets de recherche, mais à la fois avant sa découverte et après sa découverte. On a eu la chance d'interviewer Albert Fert et quand il raconte l'histoire de sa découverte, il explique que en fait, il discute avec il est en conférence scientifique aux États-Unis et il discute avec un de ses anciens doctorants qui avait rejoint Thales et qui lui détaille l'investissement que Thales a réalisé dans un nouvel outil et que cet outil pourrait être intéressant pour tester des hypothèses qu'avait faites Albert Fert. Et c'est comme ça qu'ils commencent à travailler ensemble et puis que voilà, cette collaboration, elle va durer dans le temps jusqu'à la création d'un UMR entre Thales et l'Université Paris-Saclay, le laboratoire où travaille Albert Fert. Donc finalement, la question nous qu'on va se poser, c'est est-ce que si je regardais la cohorte un peu entière, complète des prix Nobel, est-ce que je retrouverais l'une ou l'autre de ces dynamiques, une sorte d'inspiration par l'industrie, notamment avant, hein, avant et à la fois avant et après, qui correspondrait plutôt à cette logique double impact simultané dans le cas des prix Nobel. Alors, comment on va faire pour tester ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse rétrospective de cet engagement avec l'industrie des lauréats du Nobel versus d'autres scientifiques. Alors, on va pas prendre tous les scientifiques, on va prendre d'autres top scientifiques et on va voir si on retrouve des différences d'engagement avec l'industrie des prix Nobel et ce qui pourrait expliquer une relation plus forte et collaboration plus forte avec l'industrie et éventuellement réfléchir à ce que ça aurait pu conduire à leur découverte scientifique. Donc là, on va faire un travail qui est plutôt de l'ordre économétrique, hein. On va prendre des lauréats du prix Nobel de physique, de chimie et de médecine, et on va prendre des top scientifiques. On va prendre en fait tous les scientifiques en physique, chimie, médecine, qui ont publié au moins une fois dans leur carrière un article qui est classé parmi les 10% les plus cités annuellement dans ces disciplines-là. Donc on utilise diverses sources de données qui sont assez classiques en bibliométrie. Et on va essayer de regarder on va essayer de retrouver en fait dans leurs articles de recherche, que ce soit des lauréats du Nobel ou des top scientifiques, s'ils ont collaboré avec l'industrie, au sens, est-ce qu'ils ont des co-auteurs de l'industrie ou est-ce que même ils ont été affiliés à l'industrie. Alors c'est un tout petit bout de l'iceberg, hein, mais et voilà, si déjà on retrouve des choses significatives à ce niveau-là, ça serait intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du Nobel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grosse base de données. On a 368 Nobel, mais on a surtout 369 000 top scientists non Nobel.
Alors, si je vous montre les résultats sur ce graphique, je vous donne que les résultats descriptifs. Je vous renverrai vers le papier pour le modèle économétrique. Mais ce qui est intéressant juste sur le descriptif, là, vous avez donc le cas à gauche des chercheurs qui ont été engagés avant leur découverte, ceux qui sont engagés après leur découverte et ceux qui sont engagés avant et après. En gris, vous avez les non Nobel. En gris clair, vous avez une version un petit peu modifiée de Propensity Score Matching sur les non Nobel. Et là, en bleu, vous avez les Nobel. Et donc, on se rend compte que 28% de la cohorte des Nobel ont au moins une collaboration avec l'industrie avant leur découverte majeure. Ils sont 40% après, donc plutôt dans cette logique transfert. Et ils sont 23% à le faire à la fois avant et après leur découverte. Et surtout, alors je n'ai pas mis les différentes statistiques, mais elles sont toutes significatives, très nettement. On voit une différence qui est majeure avec ceux qui ne sont pas Nobel. Donc si je prends le cas des Nobel, qui sont quand même, qui obtiennent leur award parce que ça fait partie des scientifiques ouais, les plus impressionnants, ceux qui ont un impact sur la science le plus important, et ben on va retrouver plus qu'ailleurs, plus que dans les autres scientifiques, des scientifiques qui sont engagés avec l'industrie, ce qui fait écho donc, à ce que nous, on a appelé le modèle de double impact simultané. Donc ça, c'est un premier résultat qui est intéressant. Alors, on a mis aussi en valeur d'autres résultats. Je vais passer très vite ici pour avoir du temps aussi pour les échanges, mais on montre que finalement, en termes de production scientifique avec l'industrie, les Nobel sont, si on filtrait sur les non-Nobel, donc sur les top scientists qui sont engagés avec l'industrie, on se rend compte que ceux qui sont engagés avec l'industrie, ils produisent beaucoup plus de papier avec l'industrie que ce qu'ont produit les Nobel avec l'industrie. Donc en fait, leur intensité dans la collaboration avec l'industrie, elle est moindre chez les Nobel. C'est-à-dire que je collabore, si je suis un Nobel, je collabore avec l'industrie, mais de manière moins intense que mes pairs qui ne deviendront pas Nobel, qui sont eux qui collaborent avec l'industrie. Donc là, il y a peut-être une notion aussi de distance à maintenir avec l'industrie, et les Nobel semblent avoir une façon particulière de gérer cette distance. Rapidement sur ces éléments. Alors, deuxième cas, donc, on a montré que c'était plutôt une hypothèse qui était intéressante sur la recherche fondamentale. Qu'en est-il de la recherche appliquée? Et donc là, on a pris un autre exemple archétypal de ce qu'est la recherche appliquée. On a pris les thèses CIFRE. Alors, je pense que vous êtes plus ou moins familier avec le dispositif CIFRE. Le dispositif CIFRE, c'est un dispositif de doctorat entre la science et l'industrie. Ça représente à peu près 10% des thèses qui sont financées en France, donc c'est pas du tout marginal. Il y a une augmentation du nombre de CIFRE qui est prévue, notamment grâce à la LPPR. Et ça couvre toutes les disciplines et tout type d'organisation, avec notamment un certain nombre de PME qui sont impliquées dans ce dispositif. Donc c'est intéressant de regarder ce dispositif qui est plutôt vu comme très, très appliqué, hein, au sens où on a une collaboration avec l'industrie au niveau d'un doctorant, c'est quand même a priori drivé par l'industrie. Et donc, nous, on a étudié un certain nombre de thèses chiffres. Donc, on a étudié à peu près 600. Ça représente 600 en 2015. Et en fait, avec une équipe d'ingénieurs de recherche, on a codé quelle était la stratégie de recherche dans ces thèses chiffres. Et on a distingué trois types de stratégies de recherche. Des stratégies qui sont plutôt, qu'on va considérer comme disciplinaires. Ça veut dire qu'on va partir d'une question qui est plutôt une question de recherche de la science. C'est-à-dire que si je lis l'annexe technique de la thèse, on va pas forcément voir des applications industrielles tout de suite. On est vraiment sur quelque chose qui est très drivé par la science. Deuxième cas, on a détecté des stratégies de recherche qui étaient plutôt basées sur des produits ou des services. Donc là, ça va être, je veux optimiser, voilà, je sais pas, l'aile AX32 de mon Airbus de mon Airbus, de mon avion Airbus, où là, le produit va être très marqué, il va apparaître voilà, de manière très marquée dans le projet de thèse, bien qu'on soit dans une thèse, hein. Le but, c'est bien sûr de faire de la science et que le doctorant, il ait son doctorat. Et puis enfin, on va trouver des stratégies qui sont plus ambitieuses, plus exploratoires, euh, avec soit très transdisciplinaires, soit des contextes vraiment, vraiment très nouveaux.
Donc on a codé à peu près 650 tests chiffres et on s'est dit, bah voilà, quelle est la représentation qu'on peut trouver de ces formes de collaboration. Moi, j'avais des exemples chaque fois, mais je vais passer vite. Et l'idée, c'est de les présenter sous forme de matrice. Donc là, en haut, vous avez, sur l'axe d'ordonnées, vous avez les stratégies de recherche, donc produits, disciplines, exploratoires. Et puis, on peut regarder les modes de collaboration. Ça veut dire, est-ce que, notamment, le projet il est très drivé par l'industrie, le doctorant, il va passer la plupart de son temps dans l'industrie, ou alors le doctorant, il passe quasiment 100% de son temps à l'université, hein, ce qui est une possibilité laissée dans le cadre du dispositif CIFRE, soit il y a vraiment co-création et le doctorant est vraiment au milieu des deux mondes. Et si on suit un peu les poncifs, notamment autour de la recherche appliquée, voilà ce qu'on s'attendrait à trouver. On s'attendrait à trouver des projets qui vont être très drivés par l'industrie sur des questions de produits, hein, où le produit est très visible, éventuellement quelques cas de discipline en co-création et éventuellement quelques cas très exploratoires. Alors, c'est pas du tout ce qu'on va trouver. Là, vous avez en dégradé de noir, de bleu. Euh, plus c'est foncé, plus vous avez de projets qui sont dans cette catégorie. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'au lieu d'avoir juste cette diagonale, on va avoir des projets qui vont se répartir partout sur cette matrice. Et principalement, si je regarde quand même comment se découpent les stratégies de recherche, je vais avoir un centre de gravité qui est plutôt disciplinaire, donc des questions qui sont éloignées de la notion de produit, on est plutôt sur une question scientifique, et on est plutôt très co-création et très pilotage académique. Donc l'industrie est un peu plus en demi-teinte finalement. Ce qui est étonnant enfin, ce qui peut paraître étonnant en tout cas, dans un dispositif qui peut être vu comme très proche de l'applicatif. Donc la première chose, c'est qu'en fait, il y a énormément de formes de double impact, hein. Le but des thèses CIFRE, c'est très explicitement de faire de la science et puis de contribuer à l'industrie. Mais on se rend compte qu'il y a plein de formes de cette relation-là, de double impact, avec, on va dire, c'est plutôt la ligne du haut si on était sur le double impact simultané. Donc c'est pas du tout la majorité des cas, mais on va quand même en retrouver un certain nombre. L'autre élément, on pourrait se dire, bah voilà, maintenant, est-ce que finalement ces thèses qui sont, si je prends les différentes stratégies de recherche, est-ce que c'est des thèses qui performent? Et là, si je reprends des indicateurs un peu classiques de la littérature, je vais regarder en fonction du type de stratégie de recherche, est-ce que je vais avoir un certain nombre de publications, d'outcomes. Donc là, on va se rendre compte que finalement, les thèses exploratoires, donc celles qui sont plus proches, nous, de ce qu'on considère être le double impact simultané, ce sont des thèses où on va y avoir plus de... On va publier, enfin, le doctorant va publier plus dans des journaux internationaux, avec peu de différence finalement entre les cas disciplines et produits. Au passage, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que même quand on est dans un cas où le produit est très marqué, ça joue probablement pour faire de la science qui est originale. Si je regarde la partie très applicative, hein, là encore avec des indicateurs hyper classiques, hein, juste les brevets, même si on sait que c'est un tout petit morceau voilà, ce que peut apporter ce type de projet à l'industrie. Là, on va se rendre compte que les projets disciplinaires, ils sont plutôt en dessous, ce qui est assez attendu, et les cas voilà, de projets de thèse qui sont plutôt produits ou plutôt exploratoires vont performer de la même manière. Donc, si je mixe ces deux logiques, et donc je regarde des projets qui vont conduire à au moins une publication dans un journal international et un brevet, on va avoir plutôt une super surperformance des projets qui sont exploratoires. Donc là, si je résume, on a testé notre hypothèse existence du double impact simultané dans la recherche fondamentale sur les Nobel. On voit qu'on l'a probablement sous-estimé, hein. On n'est pas dans un poncif finalement où les Nobel seraient très loin de l'industrie, très en amont et voilà, très loin de l'application industrielle. Et dans le cas des chiffres, on montre qu'en fait, il y a une grande variété de types de double impact simultané de types de double impact, pardon, et que le double impact simultané va surperformer. Donc, ça vient valider nos hypothèses. C'est une autre façon de le voir.
Alors finalement, en dernière partie de mon exposé, on peut réfléchir à comment fonctionne le modèle à double impact simultané. Donc maintenant qu'on a prouvé finalement qu'il existait, on va essayer de décortiquer, notamment sur un cas. Alors là, c'est aussi ce que notre projet qui est en cours avec les travaux d'Élise Ratier, notamment au niveau du CNRS. Là, ce qu'on a fait, c'est que, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais on a travaillé à partir de la théorie CK, qui est une théorie qui permet de modéliser comment vont notamment interagir deux concepteurs. Donc, par exemple, un concepteur scientifique, c'est-à-dire un scientifique qui cherche à développer ou à améliorer de nouvelles théories, et puis un ingénieur qui veut voilà, développer de nouvelles inventions. Donc, on va retrouver cette logique science-industrie. Et on a essayé de décrire quels pouvaient être les différents types d'interactions entre ces deux acteurs. Alors, vous pouvez mettre derrière acteur soit une personne, un individu, mais surtout plutôt des équipes. Et on a essayé de décrire comment pouvait fonctionner un modèle de double impact simultané. Et puis on retrouve aussi des cas, on peut modéliser des cas plutôt de modèles, on va dire sciences résolutoires, ou plutôt des modèles, on va dire linéaires. Et aussi montrer qu'est-ce que c'est. On retrouve finalement par rapport à ce que je vous ai dit en introduction sur les limites de performance, on est capable de les décrire, mais aussi de décrire les cas où ça va marcher. Alors plutôt que vous présenter les modèles, je voudrais vous présenter un cas qu'on a vraiment creusé, qui est le cas de la découverte de CRISPR. Je vais essayer de vous montrer les mécanismes du double impact, en tout cas les règles de bonne gestion, on va dire, du double impact, de fonctionnement à partir de ce cas-là. Donc là, alors je suis pas sur le prix Nobel de Doudna et Charpentier sur CRISPR, pour ceux qui seraient familiers avec ces technologies-là. Donc Doudna et Charpentier, c'est plutôt les ciseaux à ADN. Et là, on va plutôt être sur la découverte de ce que c'est CRISPR, du mécanisme CRISPR en tant que tel. Et alors un peu étonnamment, ça nous emmène chez Rhodia Food, qui va changer de nom, qui va être racheté par une entreprise qui s'appelle Danisco et qui va devenir Dupont Danisco en 2011. On est à Danger-Saint-Romain, on est près de Tours. Et on est dans une usine qui produit des ferments lactiques pour les yaourts, les yaourts et l'industrie fromagère. Donc, globalement, c'est une petite poudre comme ça que vous mettez dans des cuves de lait. Par exemple, ça va être acheté par Danone pour faire de la fermentation, faire du fromage, des yaourts. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Dupont Danisco qui va découvrir les fondements de CRISPR et qui va même aller jusqu'à créer les premières conférences scientifiques autour de CRISPR. Donc, on a essayé de décortiquer comment ça a pu se passer, parce qu'on a vraiment des enjeux industriels, hein, vraiment une boîte industrielle, et des enjeux scientifiques, une découverte majeure. Donc en fait, la problématique de Dupont-Danisco, c'est qu'ils ont du coup des levures qui favorisent la fermentation. Et le problème, en fait, votre problème industriel quand vous êtes un fournisseur de levures, c'est que ces levures, elles sont parfois attaquées par des virus. Alors elles ne sont pas attaquées directement, c'est que si vous êtes Danone, vous allez mettre votre poudre dans une cuve de lait de 1000 litres pour favoriser la fermentation, faire de la mozzarella industrielle. Et comme on n'est pas dans un environnement contrôlé avec le lait, il peut y avoir des virus qui vont attaquer voilà, les bactéries qui font la fermentation. Et ça peut mener, enfin, la fermentation ne se fait pas, vous êtes obligé de jeter votre cuve de 1000 litres de lait. Donc le rôle d'un Dupont d'Anisco, hein, d'un point de vue très industriel, très compétitivité, c'est d'arriver à créer une bactérie qui est la plus résistante possible aux différents virus. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Une bactérie, voilà, ça a de l'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est CRISPR? Finalement, ça veut dire Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc, si on prend un brin d'ADN, ça va être une zone de la molécule dans laquelle vous allez avoir des séquences d'ADN courtes répétées, qu'on va appeler les repeats. Et entre, vous allez avoir les spacers. Et en fait, la découverte de Dupont d'Anisco, c'est que ce locus CRISPR, dont on ne savait pas très bien à quoi il servait dans les bactéries, en fait, à la place, dans ce qu'on appelait les spacers, donc qui sont entre les repeats, on va retrouver des séquences d'ADN de virus qui, potentiellement, dans le passé, ont attaqué des bactéries.
Et donc la découverte de CRISPR, c'est ça, c'est qu'en fait, les bactéries, elles ont une sorte de mémoire, elles se vaccinent quand elles arrivent à survivre par rapport aux virus qui les ont attaqués en stockant dans des morceaux, des séquences de leur ADN, de l'ADN des virus. Donc c'est un peu, ça fonctionne un peu comme un most wanted. Je suis une bactérie, je suis attaqué par un virus. Ben, je vais regarder si dans mon brin CRISPR, je connais finalement la séquence ADN de ce virus. Et si je la connais, je vais détruire le virus. Donc, finalement, si on réfléchit, donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est à gauche, je vais avoir la partie industrielle de Dupont d'Anisco, et à droite, je vais avoir la partie scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous décortiquez le cas, les équipes de Dupont d'Anisco, elles voulaient, d'un point de vue industriel, donc trouver des bactéries qui étaient plus résistantes aux attaques de phages. Donc en bleu, donc ça, c'est le concept qu'ils essayent de développer avec en bleu ce que nous on appelle nos zones de fixation, ce qui bloque cognitivement un concepteur. Et puis vous avez l'équipe scientifique. L'équipe scientifique, elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment comprendre comment les bactéries acides lactiques, elles survivent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes vont s'échanger un certain nombre de connaissances et à un moment, en fait, en faisant le séquençage ADN du locus CRISPR, ils vont se rendre compte que effectivement, il y a une sorte d'anomalie scientifique. Cette anomalie scientifique, c'est, en tout cas, qui va être réinterprétée comme une anomalie scientifique, c'est que des brins du virus se retrouvent dans le brin de l'ADN de la bactérie. Et donc c'est comme ça que l'équipe scientifique, alors eux ils parlent de Eureka Moment, c'est à ce moment-là que ils vont faire l'hypothèse, l'équipe scientifique, que finalement les bactéries ont un système immunitaire adaptatif, ce qui était très nouveau et très radical à l'époque où ça a été développé. Et ils vont arriver à le prouver, et en le prouvant, ils vont redonner finalement une sorte de connaissance enrichie à l'équipe industrielle, qui est, vous pouvez utiliser ce système peut-être pour faire des choses, et l'équipe industrielle a optimisé son processus de production, avec ce qu'ils ont appelé la CRISPRisation, pour favoriser la création de bactéries qui étaient beaucoup plus résistantes aux phages, parce qu'ils comprenaient comment les faire interagir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois mécanismes en fait qui sous-tendent cette logique double impact simultané, hein, là, qui est très nette dans ce cas-là. C'est la première chose, c'est qu'il y a une indépendance dans l'exploration dans l'exploration industrielle, dans l'exploration du scientifique. On n'a pas cherché à travailler sur la même chose. On s'est échangé des connaissances, mais on a gardé une très forte indépendance, une séparation de ce qui est de l'ordre de l'exploration scientifique et ce qui est de l'ordre de l'exploration industrielle. La deuxième chose, c'est cette logique de détection d'anomalies. Il y a un moment où le scientifique est capable de réinterpréter une connaissance industrielle comme étant une forme d'anomalie et qui va devenir ce que nous on appelle une connaissance indépendante. Ça veut dire que ça va nourrir le processus scientifique d'une donnée nouvelle qui va permettre de proposer une nouvelle théorie. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est la peer review, la validation de ce qui a été généré. Dans le cas des scientifiques de CRISPR, ce sera un article dans Science qui sera l'article le plus cité pendant des années sur CRISPR, qui permettra voilà, vraiment d'établir les fondements de ce qui deviendra le prix Nobel sur CRISPR de Doudna et Charpentier. Mais c'est aussi, de l'autre côté, le premier brevet au monde sur CRISPR en 2005 et qui a permis à cette entreprise d'être particulièrement successful dans son domaine. Donc, trois mécanismes, cette logique d'indépendance des explorations, cette logique de détection d'anomalies, de réinterprétation d'une anomalie industrielle comme étant quelque chose d'intéressant pour la science, et trois, la notion de peer review et de validation. Donc j'en arrive à la conclusion de mon propos. Donc si je refais le fil de ce qu'on a fait, j'essaie de vous présenter pourquoi cette hypothèse du double impact simultané, elle nous est venue, pourquoi elle nous apparaît pertinente. Je vous ai montré comment est-ce qu'on a testé que cette hypothèse, en fait, on avait beaucoup de cas de double impact simultané, même si ça paraissait un peu presque naïf au départ. Donc, on en a retrouvé des traces chez les Nobel, on en a retrouvé des traces dans le cas des tests chiffres. Et puis, on essaie d'aller beaucoup plus loin maintenant sur les mécanismes qui sont associés au double impact simultané. Donc, ce qu'on arrive à faire, c'est à modéliser comment ça peut fonctionner du point de vue cognitif, notamment avec la théorie CK. On en trouve des traces conséquentes, hein, sur les Nobel, c'est assez marqué.
Et on se rend compte qu'il y a des conditions qui sont quand même pas faciles à réaliser, hein. Ce qu'on a appelé l'indépendantisation dans l'interaction. Alors, c'est un peu ce mécanisme que je vous ai montré, un petit peu circulaire, hein. Finalement, c'est une connaissance de l'industrie qui est réinterprétée par les scientifiques qui vont la redonner ensuite à l'équipe industrielle. Plus cette logique de préservation des deux types d'exploration, on se rend compte que ça va être assez vite difficile à gérer, par exemple si je suis dans une entreprise industrielle, mais aussi dans la collaboration science-industrie. Et pourtant, ça paraît être une condition vraiment clé. Alors, on a beaucoup de prolongements de ce programme de recherche qui sont en cours, notamment des outils de pilotage, aller beaucoup plus loin sur comment est-ce que on peut, quelles sont les conditions de succès. On travaille notamment avec Elise beaucoup sur ce qui se passe dans les laboratoires communs du CNRS, hein. C'est un super terrain d'étude pour ça et pour aller vraiment un cran plus loin. Donc, quelles sont les conditions de succès et surtout comment on organise la répétition des succès. Si je prenais le cas de Dupont d'Anisco, en fait, il y a même eu un débat pour savoir si la découverte, elle venait de Doudna et Charpentier sur les ciseaux ADN ou est-ce qu'elle pouvait aussi être attribuée à Dupont d'Anisco. Pour finir, si vous voulez aller plus loin, on a publié donc un certain nombre de papiers sur ces travaux-là. Je vous remets les références ici si vous voulez aller plus loin dans tout ce que je vous ai présenté. Et surtout, en septembre prochain, on va faire paraître aux presses des mines un ouvrage qui va synthétiser ces 6 ans de travaux sur les relations science-industrie. Et on est très heureux parce que l'ouvrage est préfacé par le président de Thales et postfacé par le directeur adjoint du CNRS. Donc, on espère que ça va porter et diffuser ces éléments sur les relations science-industrie. Voilà. Alors, j'espère que j'ai relevé le défi d'essayer de vous présenter notre programme de recherche qui est assez vaste dans ces 45 minutes. Et voilà, je suis très heureux d'écouter vos questions et puis de rebondir si vous avez des besoins de clarification.